Chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Voilà. C'est important. Première question, Ibrahima, sur l'Ikorsuma, puisque vous avez été le premier média, je parle de Kali News, à alerter par rapport au climat de travail, à de prétendus dysfonctionnements, en tout cas des problèmes de gouvernance au sein de ce département depuis l'arrivée du ministre Ibrahima Khalil Condé. Oui, la méthode Condé a été beaucoup questionnée, beaucoup de cas se sentaient écartés. Le ministre lui-même décrit comme quelqu'un de fermé. De fermé, et il n'y a que le secrétaire général et puis le chef de cabinet. Les autres, la route est barrée. Et aujourd'hui, est-ce que cela est réglé? Pourquoi c'est tollé derrière le ministre général Condé? Merci d'abord de m'avoir invité sur ce plateau. C'est une émission que je suis très fréquemment. Merci bien. Merci. Que nous apprécions beaucoup. Merci. Pour revenir à votre question, bon, il reste à prouver que le climat est mauvais au ministère de l'Urbanisme. Je crois que j'ai eu quelques interventions en off avec certaines personnes. Je suis à mon troisième ministre. J'étais avec le ministre Gawal. Ça allait très vite, hein, sincèrement. Le ministre Gawal, après le général Ibrahima Souri Bangoura. Maintenant, je suis avec le général Ibrahima Khalil section. Et déjà, pour une petite correction, il n'est pas ancien général. Il est général deuxième section. Et deuxième section, ça veut dire que ce sont des généraux qu'on peut à tout moment appeler. Bien. Juste, donc général la deuxième section. Voilà, bien. Donc pas général à la retraite. Voilà. Très bien. Un peu la force en attente. Voilà, un peu si vous voulez. Voilà, par rapport à votre question. Comment ça se passe la collaboration? Par rapport à votre question, avec le général. La collaboration n'a jamais été aussi bonne au département. Eh bien, voici, oui. Donc plus bonne qu'avec ces deux prédécesseurs. Oui, parce qu'en fait, on apprend des erreurs du passé. Eh bien. Il est venu, il s'est renseigné, il a... Voilà un monsieur qui vient d'arriver, qui n'est pas spécialiste du domaine, qui se dit que de ne pas se faire prendre en otage, qu'il veut quand même que ses adjoints, il nous appelle ses adjoints directs, qui étaient là depuis le début, viennent avec les différents directeurs qui veulent le rencontrer pour qu'ils comprennent la chose, les choses qui sont assez compliquées au niveau du département. Et c'est pour ça, il dit chaque fois qu'il a mis une règle de travail, tout ce qu'ils veulent me voir, voilà, passe par le secrétaire général au chef cap. Comme ça, ils viennent, je comprendrai mieux la situation qu'ils voudraient bien m'expliquer. C'est uniquement à cet effet qu'il a mis en place cette méthode de travail. Bien. Aujourd'hui, je mets à défi. Qui provoque des grincements de dents. Je mets à défi. Ouais. Mais ce sont les conseillers même qui ont fait cette démarche près du ministre et qui n'auraient pas été acceptés. C'est quand même, Lincoln, c'est quand même incompréhensible. Je vais vous expliquer. Monsieur le secrétaire général, c'est incompréhensible que même un conseiller, pour rencontrer son ministre, parce qu'on parle bien de conseil, pour rencontrer son ministre qu'il est censé conseiller, il est obligé de passer par le chef de cabinet ou par le secrétaire général. C'est quand même curieux comme méthode de travail. Je vous explique. Le conseiller va lui parler de quoi? Ce sont des sujets liés au fonctionnement du département, au dossier qu'il gère. Mais lui, il ne connaît pas ces dossiers-là. Il demande à ce que vous veniez avec le secrétaire général ou le chef cap. Je mets à défi n'importe quel conseiller ou directeur ou n'importe quel employé qui ait voulu voir le ministre sans pouvoir le faire. C'est pas possible. Et le ministre, il a une particularité. Donc personne ne peut le voir sans passer par vous. Mais je vous dis, les gens l'appellent, il peut dire à son attaché directement, recevez cette personne sans nous. Sinon, moi, on pourrait pas travailler au département. S'il doit recevoir tous les cadres avec le chef cap et le technicien que je suis, on ne pourrait pas travailler. Mais je vous dis, je mets à défi il peut venir sur vos plateaux, qui a voulu voir le ministre sans pouvoir le faire. C'est pas possible. Le ministre, vous venez chez lui, il prend son téléphone, il range votre numéro et il vous appelle. Il dit voici le numéro sur lequel vous pouvez m'appeler à tout moment. Voilà. Et vous pouvez appeler quiconque, et vous allez voir. Les gens même estiment, Galibé, les gens estiment que vous êtes même l'acteur, en tout cas, de cette bancarisation, vous et le directeur de cabinet, qui bloquez tout le monde pour que tout passe par vous. C'est là que répondez-vous? Ce que je peux répondre, c'est faux. Complètement faux. Chaque ministre, chaque responsable a sa façon de travailler. Il dit qu'il a toujours travaillé comme ça. Il est venu, il impose sa méthode de travail. Nous, on n'a aucun intérêt de bloquer les gens. Renseignez-vous. Nous sommes, en tout cas, j'étais dans l'administration ancienne. Moi, j'étais au ministère des Mines. Les SG et les chefs CAP, je ne crois pas s'il y a plus accessible que nous, déjà.
nous. Parce que la porte est ouverte pour effectivement qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, on a instauré une méthode de travail qui est que chaque jeudi, on a une réunion technique pour faire avancer les choses. C'est pour ça, ces derniers temps, vous voyez qu'on nous sommes en train de sortir beaucoup de choses. C'est parce qu'on a mis en place une méthode de travail. Il est venu avec sa méthode de travail. Il faut respecter cela. Donc, une méthode plus efficace que celle de Gawal et celle du général Bangoura. Vous savez... Puisque vous dites que... la collaboration se passe mieux aujourd'hui. Oui, mais les choses sont mieux coordonnées. Les choses sont mieux coordonnées. Vous savez, le ministre Gawal, il a une personnalité. Il a un tempérament. Et voilà, le ministre Bis, c'est tout à fait le contraire, qui a aussi sa personnalité. Mais un ministre qui dit, je viens d'arriver, je ne suis pas spécialiste du domaine, c'est des domaines très compliqués. C'est vrai qu'il connaît la gouvernance foncière de façon générale parce qu'il a été gouverneur. Ouais. Maintenant, qui dit que je veux techniquement, prenez un exemple. Le conservateur qui vient lui parler de l'émission des titres fonciers, qui bloque parce que tel n'est pas... Il comprend absolument rien. Ouais. On va essayer d'aller vite. L'autre question sur la gouvernance, c'est qu'on apprend que 3 mois après, aucune visite dans les services de la part du général de 2e section, Ibrahima Khalil Condé, les projets initiés par ses prédécesseurs seraient bloqués, sans parler du climat de sanctions. Il y a le cas du directeur de la DATU AOD qui a été suspendu, et on aimerait savoir pour quelle raison. Pourquoi 3 mois après, en tout cas selon les informations qui sont, on s'informe quand on vous reçoit, on doit vous recevoir, on apprend que pour l'instant, depuis 3 mois, aucune visite dans les services, pas de contact assez fréquent avec les directeurs DPA, bref, un climat assez plaisant. Et vous nous donnerez également les raisons de la suspension de AOD, le directeur de la DATU. Ok. L'information n'est pas vraie. Et il y a deux semaines déjà, il était au niveau de nos services à Koléa. 2 semaines? Oui, il y a 2 semaines. Bien avant ça, on a fait la visite à Laguifil, on a fait la visite de terrain. C'est pas vrai en fait. C'est pas du tout vrai. Très bien. Voilà, il y a 2 semaines déjà, il est parti voir une visite inopinée. Il est parti dans les directions nationales, les 3 directions nationales. Et les prédécesseurs aussi n'ont pas fait plus. Hein. Ils ont fait 2 ou 3 fois maximum pendant leur durée. Vous pouvez vous renseigner. Et lui, en 3 mois déjà, voilà, ça je vous dis de façon parce que j'étais là. Bien. Maintenant, par rapport aux sanctions, vous savez, comme je disais, chaque ministre a sa façon de travailler. Aujourd'hui, vous savez, dans tous les départements, il y a le conseil de discipline qui est mis en place. Et le cas de AOD, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que... Ah ben si. Bah, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ben si. On a envie de savoir... On va vous... Quel lien Quel lien avec... il a été sanctionné parce que le ministre a demandé de... il a mis en place un conseil. Le conseil existe déjà, disciplinaire, qui a fait une enquête sur un dossier que le ministre a confié au conseil, qui est présidé par le chef de cabinet, qui a donné comme décision, comme proposition, la sanction du directeur national de la DATU. Voilà. Donc, c'est des dossiers... Quel dossier? C'est le dossier concernant la zone de Sonfonia. Sonfonia Tayaki. Sonfonia Tayaki. Bien. Je sais que vous êtes informé, mais c'est effectivement... Qu'est-ce que vous lui reprochez au sujet de ce dossier? Vous savez que le dossier est pratiquement judiciarisé, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Vous savez, quand la justice commence à prendre... on apprend que Zéro Faute est sous contrôle judiciaire. Vous connaissez Zéro Faute? Ben, quand même, c'est quand même un loup blanc. Bon, mais de toute façon, qu'il est sous contrôle judiciaire, ça, je ne le sais pas. Ce que je sais que la direction de la DATU et tous les autres services techniques sont impliqués dans la gestion de Sonfonia, qui est un projet d'aménagement, un projet de lotissement. Bien. Et il y a eu apparemment un problème de superposition de plans. Apparemment. Parce que je vous dis que les enquêtes, les études ne sont pas encore finies. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Maintenant, il est question maintenant de voir un peu la part des choses, l'implication des uns et des autres. On est en train de dire que la direction nationale de la DATU a validé un plan depuis avant notre arrivée, donc avant cette période, et que ce plan devrait être validé une seconde fois par le nouveau directeur de la DATU. Alors que ce n'est pas possible. Vous savez, quand vous entrez les coordonnées dans les systèmes, pour écraser ces coordonnées, faire un nouveau plan, il faudrait quand même une procédure.
faut qu'il y ait une commission, une étude technique qui annule le premier plan pour prendre en compte. Donc son péché a été de proposer un nouveau plan, c'est ça? Ce n'est pas que tout ça. Simplement. C'est pas que ça, mais c'est autour de ça. Et, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Ouais. On reviendra vers vous lorsque tout sera clair. C'est pas un règlement de compte. Non, pas du tout. Non, mais attendez quand même, mon cher Omo, il se rend compte que Aoudé est un proche de Gawal et que il y a comme un climat de chasse aux sorcières contre les proches de Gawal. Non. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur le secrétaire général? C'est pas du tout vrai. Moi, personnellement, je me suis pris plusieurs fois langue avec Aoudé sur des questions techniques. Mais ça se règle tout de suite. Hein. On discute, on se comprend. Le lendemain, je l'appelle, on travaille. Tout le monde sait que c'était un peu compliqué avec le ministre Gawal, mais Aoudé, ça n'a jamais eu d'impact dans notre collaboration. Pas du tout. Bien. Allez, à notre compagnie, en ce jeudi, monsieur Aboubakar Kouma, secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. C'est là-dessus d'ailleurs qu'on va poursuivre cette interview, Talibé. Oui, récupération des domaines de l'État. Chargé de la récupération des domaines de l'État, où en est-on de cette opération, ou en tout cas de ce programme, si cher au CNRD, qui donc a, en plus d'avoir un ministère de l'Habitat, a voulu donc vous spécifier cette mission-là de récupération des... Quel en est le bilan? Merci pour cette question qui est assez bienvenue. Vous savez, au début, dans la première lettre de mission que nous avons reçue du Premier ministre, effectivement, l'un des premiers objectifs était la récupération des domaines de l'État. Bien. Mais dans la réalité, ce n'est pas le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire qui faisait ce travail-là. C'était plutôt le patrimoine bâti avec le CNRD qui récupérait les domaines de l'État. Maintenant, avec l'arrivée du nouveau ministre et le changement d'appellation du département, nous sommes... Désormais, cette responsabilité vous revient. Exactement. Un exemple, par exemple, avant, quand le ministère de l'Environnement veut récupérer une forêt classée, prenait sa brigade. Aujourd'hui, on est en train de définir une stratégie de récupération des domaines de l'État. Et le ministre est passé a fait une communication là-dessus au Conseil des ministres qui définit les règles. Très bien. Et cette stratégie est basée sur un guide qui avait déjà été très bien préparé par le CNRD et le patrimoine bâti. Et nous, avec notre nouvelle attribution, j'ai personnellement travaillé. La stratégie devient de plus en plus claire. Nous sommes en train de définir, de finaliser la stratégie d'occupation des biens de l'État. Cette stratégie d'occupation. De récupération. Bien. Par exemple, cette stratégie concerne même les domaines de l'État à l'étranger. Très bien. Voilà. Moi, j'étais à Bamako il n'y a pas longtemps. On m'a montré un lopin de terrain que c'est pour la Guinée. Mais on m'a montré les anciennes bornes qui étaient complètement différentes. Voilà, donc il est question en fait d'aller récupérer aussi ces domaines. Alors, pour répondre clairement à votre question... Ça veut dire que ce domaine est partiellement occupé? Bien sûr, voilà. Ce domaine, et on m'a fait comprendre aussi que même à la Mecque, au temps de Sékou Touré avait acquis un domaine pour faciliter le pèlerinage des Guinéens. Et voilà, ce sont des sujets que nous allons remettre sur place. Et donc cette stratégie est assez large, mais ça demande quand même de mettre en place vraiment une stratégie cohérente. Par rapport, par exemple, au domaine à l'interne. Il ne s'agit pas seulement de venir récupérer les domaines et casser. Il faudrait derrière qu'un projet soit étudié, préparé. Tout à fait. Voilà. Donc, on est en train de travailler sur tout ça. C'est-à-dire que pour qu'en cas de récupération et de casse, que tout de suite, on y construise quelque chose. Malheureusement, cela ne semble pas être le cas, en tout cas pour Kamaen. Où les habitants, en tout cas les occupants ont été chassés depuis plusieurs mois. On a vu circuler un plan d'aménagement assez attractif, mais depuis, aucune brique n'a été posée sur... Revenons sur le cas de Kamaen. Oui, bien sûr, c'est important. Bien sûr. D'abord, ce n'est pas encore nous. Oui, désormais c'est... Maintenant, chez nous, les choses ont avancé depuis là. Effectivement, nous avons depuis 3 semaines à 1 mois, nous sommes en train de faire une démarche auprès du CNRD et pour la validation des orientations stratégiques de Kamaen.
Parce qu'on veut maintenant que Kamene soit vraiment la vitrine de la Guinée, de Conakry, de la Guinée de façon générale. Comme aux deux plateaux en Côte d'Ivoire, quand vous venez, vous vous identifiez. Et nous avons fait, à travers l'Agence nationale de la rénovation urbaine et nos services comme la GIFIL et tout, nous avons fait une proposition d'orientation stratégique de ce domaine-là. Et il y aura une fonctionnalité mixte qui est prévue là-bas. Il y aura une fonctionnalité résidentielle. Il n'y aura pas, par exemple, le logements sociaux. Ce sera des logements de standing. Il y aura une fonctionnalité économique. Il y aura du commerce. On veut que toutes les grandes marques aient leur vitrine là-bas. Il y aura une autre fonctionnalité qui est culturelle, où il y aura des salles de jeux, des salles de sport et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a fait, nous avons présenté ce projet au CNRD il y a 3 fois. Avec des plans. Avec des plans, avec des propositions concrètes. Très bien. Et pour leur validation, afin que ce soit validé au plus haut niveau. Quelle est la superficie La superficie, elle est assez grande, mais la partie qui nous intéresse, c'est autour de 2 hectares et quelques. 2 hectares et quelques. Et il y aura, on a prévu, pour, si j'ai bonne mémoire, 3 lots. 3 lots des bâtiments R+4 à R+2, mais de standing, avec des commerces. Il est même prévu une école moderne. Les travaux vont coûter combien? Est-ce que déjà les entreprises qui doivent effectuer ces travaux sont sélectionnées? Voilà, c'est ce qui change. C'est ce qui change aussi dans la démarche actuelle. Il n'y aura pas de gré à gré. Aujourd'hui, nous sommes... Non, merci de me rassurer. Merci de me rassurer. Aujourd'hui, nous avons fait l'APS, l'avant-projet sommaire. Nous sommes en train de finaliser l'avant-projet détaillé, l'APD, qui donne les coûts réels. Et nous allons, les prochaines étapes, après validation des orientations stratégiques, nous allons faire un dossier d'appel d'offres et que nous allons lancer. Et les entreprises peuvent se mettre en consortium pour réaliser le projet. Aussi, une entreprise est capable, avec toutes les preuves, de construire les 3 lots et nous irons vers ça. En préfinancement. En préfinancement. Bon, en fait, vous savez... Oui, parce que ça semble être aujourd'hui, on est en train... la méthode de la gouvernance actuelle. Non. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des incitations pour les promoteurs d'investir dans le domaine de la promotion immobilière. Par exemple, quand je prends le cas de Agifil qui construit des logements sociaux, l'État n'a pas d'argent, par exemple. L'État dit, OK, venez construire des logements sociaux. Quand vous construisez les logements sociaux, vous avez 40% pour faire des logements mixtes à votre profil. Donc, quand vous faites votre calcul économique, si la rentabilité économique vous intéresse, vous prenez cette offre-là. Et c'est ce type de modèle que nous allons définir. Tout sera clair dans l'appel d'offres que nous sommes en train de finaliser. Et parlant de Kamene Nabakar, il y a un bémol là. Sur le même espace dit domaine de l'État, il y a des citoyens qui ont gardé leur maison au détriment d'autres qui avaient les mêmes papiers qu'eux, qui ont été déguerpis. Vous vous rappelez du monsieur qu'on a reçu dans ce studio. Alors, qu'en est-il? Il y a encore des bâtiments qui existent là-bas, des étages sur le même domaine, pendant que certains citoyens ont été déguerpis. Ces cas sont à l'étude actuellement, parce que normalement, il n'y a pas... c'est un état de droit. Nous sommes en train de voir ces cas spécifiques-là. Effectivement, nous avons ces sujets à notre niveau et nos services sont en train de travailler sur ces questions-là. Allez, la suite avec vous, Mamadou Ouridalo. Alors, premièrement, je voudrais savoir, avoir une idée claire là-dessus, puisque vous avez dans vos attributions la récupération des domaines spoliés de l'État. Est-ce que ça veut dire que le patrimoine bâti qu'on voyait avec beaucoup de bruit sur le terrain pour récupérer les domaines n'a plus cette prérogative de récupérer les domaines et que c'est vous qui récupériez ce levier désormais en entendant justement la dénomination même du ministère. La dénomination du ministère. Vous avez très bien compris. Donc vous avez récupéré ce levier-là. Le patrimoine ne récupère plus, la direction générale du patrimoine ne récupère plus de domaines. Le patrimoine passe par nous pour récupérer les domaines. Quel est le nombre? Est-ce que vous avez des statistiques sur les domaines dits spoliés de l'État? Par exemple, dans un tableau général de Conakry ou peut-être même sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire recensés comme tels, même s'ils n'ont pas encore été récupérés. On a effectivement, à date, on a une base de données par préfecture. Nous avions, depuis le temps de M. Ousmane Gawal, on avait demandé à tous les directeurs préfecturaux et inspecteurs régionaux de nous faire le point de cette situation. Et nous sommes en train de les compiler. Et nous voulons même aller un peu plus loin.
Nous voulons géoréférencer ces domaines-là pour qu'aujourd'hui, à travers un système d'information géographique, on puisse déjà les identifier à travers les services. On a ces informations-là, mais je ne peux pas vous donner le nombre à date. Estimativement. Oui, non, bon, je ne peux pas vous dire, franchement, pour ne pas m'avancer sur les chiffres. Je pourrais revenir vers vous par rapport à ce voilà. L'autre question, c'était parce que vous avez présenté le projet Kamen, un peu à l'image du plateau à Abidjan. Donc, c'est comme si on va y bâtir des buildings, des grands immeubles et tout le reste. Donc, on sait qu'au temps d'Alpha Condé, il y avait la vision Guinée 2040. Est-ce que ce projet de Kamen rentre dans la même vision ou est-ce que vous avez enterré la vision Guinée 2040 pour recréer une autre vision? Et puis pour terminer, vous avez parlé des questions de titres fonciers sécurisés. Donc, quels sont les avantages de ces titres fonciers désormais sécurisés et les conditions de leur obtention et la garantie justement qu'ils ne seront pas remis en cause à l'avenir. Et ma dernière question, puisque c'est un ministère qui a maintenant la question des domaines dits spoliés, nous avons l'histoire de la résidence 2000. Ça reste des dossiers qui peuvent revenir 100 ans après, parce que ceux qui avaient cette cité disent l'avoir acquise, je parle de la cité, sur base légale, avec un décret d'un président de la République, même s'il est mort. Est-ce que ce dossier reste encore brûlant entre vos mains ou est-ce qu'il est définitivement enterré et dans l'escarcelle de l'État? Bien, allez-y. Il y a trois sujets qui ne sont pas liés, mais je commence déjà par Guinée 2040. Et tout à fait, c'est une question, que vous suivez vraiment l'actualité. En fait, il y a eu un plan d'aménagement de Conakry, les îles de l'Os, qui a été présenté ici. Et moi, c'est après 6 mois de mon arrivée que j'ai reçu ce plan. Mais il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Pour quelqu'un qui veut rêver, parce que moi, j'aime rêver pour la Guinée. Maintenant, c'est seulement Kaloum, en fait. Ce n'est pas Conakry, c'est la zone de Kaloum et les îles de l'Os. Kaloum, île de l'Os. Donc, ça ne va pas au-delà. Mais ce que vous dites est très intéressant. Qu'est-ce qui est prévu, soit dit en passant? En fait, tout est prévu. Il y a le règlement d'urbanisme qui est clair dans ce plan. Quelle est la hauteur des immeubles dans tel quartier? Quel est le type d'immeuble dans lequel tout est planifié dedans? Maintenant, cependant, et avec le CNRD, il y a eu beaucoup d'autres projets qui n'étaient pas inclus dans ce projet d'aménagement Guinée 2040. Voilà. Ce que nous avons demandé, parce qu'il avait été... Donc c'est Kaloum 2040 en réalité. Voilà, en réalité. Maintenant, il y a... récemment, j'ai contacté ceux qui ont fait ce document-là, qui est très bien fait, qui m'a impressionné, de mettre à jour ce document. C'est ce que nous attendons pour pouvoir le vulgariser. Par exemple, il y a le parc urbain du citoyen qui n'était pas prévu. Il faut l'intégrer. Maintenant, par rapport pour la relation avec Kamayan, effectivement, comme c'est un prolongement de Kaloum, effectivement, c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de nous orienter vers R+11, dans la zone de Kamayan. Voilà, exactement. Bien. Ça veut dire que d'autres bâtiments pourraient être cassés à Kamayan. Bien sûr, normalement. Normalement. Bien. Voilà. Les titres fonciers sécurisés. Aujourd'hui, vous savez dire qu'un titre foncier sécurisé est à 2 niveaux. Il y a les données qui constituent le titre foncier, qui sont imprimées sur le dossier. Il y a le document sécurisé. Dans le micro, s'il vous plaît. Il y a le document sécurisé, qui est aujourd'hui très sécurisé. Ça, je pourrais vous dire plus. Ce que nous avons fait à l'avènement du CNRD, on a vu que les titres fonciers n'étaient pas sécurisés. On a demandé d'arrêter l'émission des titres fonciers. Ça a quand même duré assez temps. Exactement. La condition était d'essayer quand même de digitaliser une partie du processus. Je me suis personnellement engagé à faire ce travail-là. On a mis en place une équipe par rapport à ça. Vous en savez quelque chose, on en a déjà parlé. Et aujourd'hui, à date, nous avons un équipement, un logiciel, une application qui gère les titres fonciers depuis l'introduction du dossier technique au niveau de nos services, au niveau des services domaines des cadastres, jusqu'à l'impression du titre foncier. Donc tout ce processus-là est aujourd'hui digitalisé. Très bien. Moi, secrétaire général, à travers mon ordinateur, j'ai accès à toutes les données de toutes les conservations. Toute conservation active sur ce dossier-là, parce que nous partons progressivement. Il y a la conservation de Conakry qui est complètement... Parce que pour l'instant, c'est pas l'électronique n'est pas Voilà, et ça, c'est dans les prochaines semaines. On a déjà tout ficelé.
Maintenant, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on a cette sécurisation liée. Tous les documents sont scannés et dans le logiciel qui imprime directement sur le papier sécurisé. Le papier sécurisé, ce n'est plus les volets bleus qu'on avait avant où c'est écrit copie de titre foncier. C'est un livret hautement sécurisé, muni de QR code. Et ça dit même le document vierge, lorsque vous arrachez un papier, le papier a un QR code qui le relie seulement à ce livret. Ouais. Ici. Ça n'a rien à voir avec l'application. Maintenant, ce qu'on fait, quand le dossier a franchi toutes les étapes jusqu'à aller au niveau du conservateur qui doit signer, lorsqu'il l'imprime, le document qui est imprimé aussi a un QR code. Et le QR code là aujourd'hui permet, lorsque vous partez chez un banquier, même avec comment on appelle ça, une copie, il scanne juste le QR code, il voit déjà le résumé du titre foncier en question. Bien. Et le document, il est sécurisé avec les filigranes qu'on ne voit pas à l'œil nu, sauf avec de l'ultraviolet. Il y a des codes que je ne peux pas expliquer ici, mais c'est pratiquement... C'est sécurisé. Rétroactivement, est-ce que nous autres... Basekou, il a 2 parcelles à Dobrekan. Et Likon, c'est un promoteur immobilier. C'est des futurs collaborateurs alors. Bien sûr. Likon est un promoteur, il travaille avec la Sonapi. D'accord, c'est bien. On va parler de la Sonapi dans un instant. Donc nous qui avons une parcelle quelque part à Maferéa, on a déjà notre titre foncier. De façon rétroactive, est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de ramener nos titres fonciers pour qu'ils soient sécurisés dans le schéma que vous venez de décrire, ou est-ce qu'il reste valable? Et puis la question de duplicata, parce que, je veux dire donc, est-ce qu'on est obligé de revenir pour authentifier notre titre foncier d'aujourd'hui? Et il se trouve que certains ont perdu les leurs, et on parle aujourd'hui des questions de duplicata. Est-ce que c'est valable ces questions de duplicata, ou ce n'est plus possible? Non, c'est une bonne question. Même hier, on était au CNT pour la LFR, là, c'est une question qui intéresse tout le monde. Et en effet, vous avez tout intérêt à mettre votre titre en sécurité. À jour. Vous avez tout intérêt. Parce qu'aujourd'hui... En faisant quoi? Quel est le processus? Non. En fait, à un certain moment, comme les permis, mais ça n'a rien à voir, on va essayer de rappeler les titres fonciers et donner les conditions. Parce que quand on rappelle les titres fonciers, vous allez venir avec la documentation, peut-être nous avons les archives, nous allons le mettre dans le système. Aujourd'hui, par exemple, je viens de vous dire que le banquier n'a besoin de flasher le QR code pour avoir... Aujourd'hui, vous n'avez pas ça parce que votre dossier n'est pas dans le système. Mais si vous venez et que vous prenez contact avec... Dans le système digitalisé. On va exactement introduire tout le dossier, toutes les étapes et puis imprimer sur du papier sécurisé. Donc vous avez tout intérêt. Bien, on apprend que c'est 13 millions. Non, parce que les gens ont mal compris. 13 millions pour un titre foncier sécurisé. Les gens ont mal compris. Quand je faisais la présentation devant le Premier ministre la dernière fois, j'ai pris un exemple pour que les gens comprennent. J'ai dit, pour un bien, un terrain qu'on a acquis, ou bien un terrain dont la valeur vénale est de 500 millions, voici ce que peut coûter le titre foncier. Donc, quand c'est différent, quand c'est... Donc, un terrain de 500 millions, c'est 13 millions. C'est à peu près, je vais vous expliquer ce qui rentre dans la structure des prix. Oui, allez-y. Le titre foncier, il y a le coût déjà de la valeur vénale et ça dépend du mode d'acquisition du terrain. Si le terrain vous est offert par l'État, la valeur vénale est 0. Si le terrain, vous l'avez acheté, la valeur vénale, c'est 2%. Du prix d'achat? De la valeur vénale. C'est le coutumier? Non, si c'est le coutume, si c'est une donation. C'est une donation, ça. Si c'est une donation, c'est 1,5%. Ça, c'est la loi qui le dit. Très bien. Et c'est ce qui fait varier le coût. Un bien, c'est pour ça l'exemple, un bien de 500 millions, quand vous évaluez, c'est tout de 12 millions et quelques. Mais quand c'est donné par l'État, même si la valeur vénale est de 1 million, vous avez payé seulement le coût du livret sécurisé. En fait, ce qui change par rapport à ce qui existait, c'est le livret sécurisé qui a quand même un coût de revient. Parce que pour l'instant, on n'a pas pu l'imprimer ici. On l'a imprimé à combien? C'est autour de 2 500 000. C'est le seul qui varie. Sinon, les autres coûts ne sont pas touchés. Et l'idée qu'on a, parce que ce que j'ai compris à la conservation, les anciens livrets coûtaient autour de 700 000. Si c'est le modèle qu'on met en place, si vous voulez avoir un nouveau titre foncier, on met 2 500 000 moins 500 000. Donc, c'est seulement ce que le requérant doit renouveler. Bien, mais peut-être avant cabinet, si tu permets. Les duplicata, c'est très important. Ok. En fait, ce qui se passe, aujourd'hui, le titre foncier, on n'écrit plus à la main. Si vous avez perdu le dossier, on va réintroduire le dossier.
on va vous donner encore nouveau. On régénère. Ouais. Exactement. Oui, mais le délai d'obtention, parce que par le passé, il fallait peut-être attendre des années pour obtenir un titre foncier. Qu'est-ce qui change à ce niveau? Bah, ça change beaucoup de choses. Oui. Dans quel délai En fait, c'est dans la pratique. On va vous donner le délai exact. Mais d'après ce que nous, on a fait comme estimation, on gagne 3 à 4 mois de temps par rapport à ce qui existait avant. Donc, aujourd'hui, on peut avoir un titre foncier en 2 mois? Non, je ne vous ai pas dit ça. Non, il y a un délai. Parlez-nous, mais je vous dis, c'est dans la pratique, on vous dira exactement. Dans la pratique. Oui. Mais en amont, vous n'êtes pas en mesure de nous gagnons. Je sais, ce que je vous dis, on gagne au moins 3 mois. Ce qu'on attend de vous, en tant que secrétaire général, parce que vous êtes le technicien, le cerveau du ministère, c'est de nous dire ce matin, désormais avec les titres fonciers sécurisés, quand vous introduisez votre dossier en une semaine, vous avez votre titre foncier. Mais je vais vous expliquer les choses que nous maîtrisons. Les kinés, je suis en train de vous dire, quand je vous dis déjà qu'on gagne 3 mois, quand même, c'est une information. Oui, mais ça par rapport à la pratique, on n'a pas de délai jusqu'à présent. Non, si c'était 2 ans, on gagne 3 mois, ça veut dire que c'est 1 an. Mais voilà, mais c'est déjà quelque chose. Mais je vous explique. Il y a des facteurs que nous maîtrisons. Ça dépend de la qualité du dossier. Souvent, les géomètres peuvent venir avec des dossiers, mais qu'il faut complètement revoir. Souvent, on repart à zéro. Pour ce genre de situation, je ne peux pas vous dire. Et aussi, il y a des délais incompressibles à un certain moment de la procédure. Par exemple, pour la réquisition, la publication, il faut forcément attendre, par exemple, 30 jours. C'est des délais incompressibles. Maintenant, un dossier normal, comme dans tous les pays du monde, ça ne prend pas moins de 6 mois. Si ça prend, voilà, non, mais faites de benchmark, faites du benchmarking, regardez comment ça se fait dans les autres pays, parce qu'on veut sortir un document sécurisé. Qu'est-ce que vous faites? Ce délai, ce long délai, il vous permet de faire quoi? Est-ce que ça vous permet de faire toutes les vérifications en amont pour éviter les conflits domaniaux? Parce que la source généralement de ces conflits domaniaux, c'est autour de ces titres fonciers. Parce que on voit plusieurs acheteurs d'un domaine, chacun avec la copie de son titre foncier. Bon. Les donations également, les donations et aussi qui sont émises par les chefs de quartier et tout ça, l'origine des polémiques, des terrains vendus à plusieurs personnes. Comment vous faites aujourd'hui pour régler ce problème? Le cas de Dubreka, de Koya, une parfaite illustration de tout ça. Comment régler aujourd'hui ce problème, ce phénomène? C'est très vrai. La question des conflits domaniaux. En fait, le secteur est très complexe, très compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Mais chacun ne joue pas son rôle. Il faut que chacun joue son rôle. Par rapport à cette question, parmi ceux qui ne jouent pas leur rôle, ce sont vos directeurs préfectoraux de l'habitat. Bien sûr, ça peut être le cas. Non, mais on ne met personne à. Tout le monde. Voilà, parce qu'il y a le cas du fameux Lansari du côté de Koya. Oui, mais Lansari, moi je n'ai rien contre Lansari. Malgré toutes les accusations qui pleuvent sur lui. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a contre Lansari? À un certain moment. Il y a même une injonction de poursuite. Par Charles White. Donc. Moi, je vous dis, je ne veux pas m'avancer. Charles White s'est mépris là-dessus. Non, Charles White nous a jamais dit ça, mais je ne veux pas m'avancer sur ça. Je vous dis, vous n'avez jamais dit quoi? Je vous dis, Lansari, aujourd'hui, je n'ai aucun élément contre lui. J'ai reçu beaucoup d'éléments. La question des donations. La question des donations. Je vous explique. Vous êtes nommé en 2022. Lansari. Comme directeur général. Il est récent par rapport à tous les dossiers qu'on parle. Exactement. Voilà, exactement. La question des donations. Oui, vous savez, Lansari a été victime de quoi? Nous, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes. Lansari a été poursuivi, par exemple, par un groupe de personnes, parce qu'il a exécuté un ordre de mission qui disait d'aller dégager des zones. Et voilà. Et du côté de la SONAPI aussi, parce que beaucoup de bruit autour de vente de domaines, etc. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, vous savez, la SONAPI n'est plus au ministère de l'Habitat. C'est au niveau de la présidence. Et mais vous travaillez avec la SONAPI. La SONAPI, je vais mettre la limite entre la SONAPI et nous. Et la SONAPI fait la politique du gouvernement sur les questions de l'urbanisme de l'habitat, sur des zones mises à disposition par l'habitat. C'est ça en fait la différence. Ils demandent un domaine. Vous mettez à disposition. Et ils font la promotion immobilière et voilà.
Bien. Cabinet. L'aménagement. Enfin, cabinet. L'aménagement. En fait, on voit de plus en plus des projets d'aménagement. C'est par exemple le cas du projet d'Ansoumania. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de projets qui sont portés par des privés? En quoi ils sont-ils fiables et viables? Bon, les projets d'aménagement, il faut vraiment les maîtriser en fait. Parce que dans ces zones Ansoumania, Sonfonia, il faut avoir un regard particulier sur l'aménagement sur ces sites-là. Ce sont des sites inondables qui demandent de gros investissements. Donc, ce que nous regardons en amont, c'est les capacités financières d'abord. Et donc, tous les projets que vous voyez en cours de réalisation, les promoteurs nous ont rassuré déjà la capacité financière. Il y a des banques qui interviennent. Voilà. Parce que vous avez sous la main combien de projets? Bon, dans le cadre des logements sociaux, et combien de projets sont en cours, sont en chantier? Dans le cadre des logements sociaux du gouvernement que nous avons les projets de Agifil, nous avons les projets de Keitaya, et Agifil aussi, les projets s'étendent à l'intérieur du pays, Kindia, Zéro Corée, Mamou, où nous sommes en train d'aménager des terrains. Bien. Il faut contrôler un peu ces projets d'aménagement. Qu'en est-il par exemple de celui d'Ansoumania, dont on parle souvent? Est-ce qu'il est bon ou Oui, il est bon. C'est pour ça qu'on a donné le cutus. Voilà, et nous suivons parce que vous savez, ce sont des zones qu'on appelle zones d'aménagement concerté. Parce que c'est des zones, si vous ne prenez pas garde, ça risque de retomber sur vous. Bien. Et la question de l'effondrement des immeubles récemment du côté des Matoto, on vous reproche de ne pas être trop regardant sur les exigences de sécurité à imposer en matière de construction de bâtiments publics ou privés. Et comment tout cela se fait? Comment on obtient le permis de construire? Est-ce que des dispositions nouvelles sont prises pour encadrer tout cela? Concernant l'effondrement de Matoto, aujourd'hui, on a eu au moins une dizaine de réunions de crise, contrairement à ce que les gens pensent. Des réunions de crise que nous-mêmes nous avons présidées. Et nous avons mis en place une commission technique pour gérer ce dossier-là. La commission technique a engagé un bureau d'études pour l'évaluation de ce qui s'est passé là-bas. Et le bureau d'études, aujourd'hui, on attend son rapport. Et comme la commission, elle est indépendante, nous ne leur imposons rien. On attend ces rapports dans les jours à venir. Et par rapport aux normes de construction, nous avons une direction nationale qu'on appelle DACLO, Direction nationale de l'architecture, de la construction et du logement, qui est là garante. Mais qui ne fait pas son travail. Bon, nous sommes en train de... Oui, parce que les constructions anarchiques continuent. Du côté de Lambani jusqu'à Kobaya, il y a des citoyens qui viennent obstruer la voie et qui viennent installer des immeubles. Et c'est à l'origine des inondations. Dites-nous, qu'est-ce que le département, qu'est-ce que le service fait par rapport à tout ça? C'est une très bonne question. C'est pas le service c'est plutôt une question d'aménagement. La construction, quand quelqu'un vient occuper un site, c'est pas le site en question, c'est pas le bâtiment en question, c'est que la personne ne doit pas être là, parce que c'est pas fait pour ça. Non, j'ai compris votre question. Hein. Ce que je dis, nous sommes en train d'améliorer les choses. La direction nationale de l'architecture et du logement, qui émet les permis de construire. Pour avoir les permis de construire, il y a un guichet unique du permis de construire qui est mis en place. Il y a plusieurs étapes avant que le directeur ou la directrice ne signe le permis. Nous sommes en train de regarder ça, comment déjà digitaliser cette méthodologie de travail pour plus de transparence. Donc, nous avons mis en cause, à date aujourd'hui, une bonne centaine de bâtiments à Conakry, sur lesquels nous sommes en train de revoir déjà l'obtention du permis et la validité des dossiers. Bien, je pense qu'on est... Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. S'il vous plaît, c'est la gestion des domaines publics maritimes là, et les phénomènes de remblai à l'origine des inondations, par exemple, sur les îles là. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui par rapport à tout ça? Bon, comme le temps je viendrai sur ces questions-là parce que l'histoire des DPM est très... D'abord, qu'est-ce qu'un DPM? Il y a une définition bien claire là-dessus. Il faut savoir que le DPM, la définition, elle est toute simple. Vous prenez la haute marée, là où la haute marée s'arrête, les vagues, vous prenez 100 mètres à l'intérieur du continent
et vous définissez la limite des DPM. Et donc souvent les gens vont au-delà de la définition. Mais malheureusement tous les DPM non, mais on est en train de prendre des dispositions. Vous allez voir dans les prochaines semaines, nous sommes en train de nous attaquer à ces choses-là. Ça peut être même des entrées d'argent massives dans les caisses de l'État. Bien, on voit très bien que c'est un département qui a du pain sous la planche. Et voilà, et on va continuer de suivre les chantiers et toutes les activités avec ce département. Grand merci à vous, monsieur Kourouma. Je rappelle, secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé désormais de la récupération des domaines spoliés de l'État. Il était notre invité en ce jeudi. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos équipes, à la transmission, à la diffusion. Grand merci aussi à vous qui nous avez suivis un peu partout aux quatre coins du monde. On se reprend lundi pour continuer cette aventure. Demain, vous serez avec Mamadou et toute sa team. Restez sur FEM FM. Le programme continue. Au revoir.